On apprend, c'est super fantastique parce qu'on on apprend des choses pour mieux détecter avec 4.0. On apprend à mieux planifier, super. On apprend à mieux réparer et mieux planifier nos pièces de rechange. Moi, j'ai une tendance à essayer d'être le plus paresseux possible. On peut-tu plus réparer? Il me semble que ça serait encore mieux. Donc, je vous invite à développer un peu votre paresse. Pourquoi? Bien, si votre équipement a fait 15 ans, occupez-vous pas d'analyser les causes racines, puis de débris, puis tout ça. Ça a fait 15 ans, vous n'avez eu pour votre argent. Boîte d'engrenage dans une papetière, 1 mois, il faut le changer. 1 mois. Ça, ce n'est pas la durée de vie requise. Si on ne trouve pas la cause, qu'est-ce qui va se passer? On va le remettre, ça ne fera pas plus longtemps. Fait qu'il faut se questionner. Bon, on va essayer de s'assurer que ça fonctionne. Ça doit être celle-là. Parfait. Alors là, on va juste pratiquer votre système, le système dans le fond, j'essaie d'être drôle, mais je ne suis pas aussi bon qu'un humoriste. Là. Fait que, on va procéder par applaudissement. Et juste un coup de pratique, c'est un coup de pratique, là. OK? Alors, écoutez bien la question. Qui d'entre vous aimerait, pas pense que, qui d'entre vous aimerait que le Canadien fasse les séries? OK, ils ont des chances, c'est bon. Dans le fond, ce que j'ai besoin de savoir, puis on va fonctionner aussi par applaudissement. Qui d'entre vous a déjà eu des défaillances majeures, des gros bris? Par applaudissement. C'est pas parce qu'on applaudit que c'est intéressant, je le sais, là, OK? Qui d'entre vous a déjà eu des défaillances sur des chafes, des arbres? OK. Je pense que je le sais pourquoi vous êtes à une conférence comme ici aujourd'hui. Là. Qui a déjà eu des défaillances sur des boulons? OK. Il y avait quelque chose là-dessus que je voulais vous dire, c'est que s'il n'y avait pas eu beaucoup d'applaudissements, j'avais dans ma poche d'en arrière quelque chose à vous dire, mais il y a eu pas mal d'applaudissements. C'est qu'il y a des fois, on ne les retrouve juste pas. Fait qu'on ne le voit pas. Qui d'entre vous a déjà eu des défaillances de roulement? Ah ben oui, OK, c'est bon. Et dernière question pour les engrenages. OK. Parfait. OK, donc, je pense que la présentation pourrait être utile. Je ne veux pas faire de vous des experts dans aucun domaine d'analyse comme ça. OK? Ce n'est pas ça l'objectif du tout. L'objectif, c'est de vous dire, si vous analysez les pièces, les composantes qui ne font pas la durée de vie prévue, vous avez de bonnes chances, si vous travaillez à régler le problème, que celle-ci augmente. Donc, trouvez la cause. Dernière question. Qui d'entre vous fait l'examen méthodique des pièces enlevées? Oh, c'est plus silencieux. OK. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Alors, je pense qu'il y a un potentiel d'amélioration. En parlant du mot d'amélioration, c'est amélioration continue, c'est un peu ça, ou defect elimination, c'est un peu ça. C'est qu'est-ce qui fait qu'on est obligé de faire de la maintenance, puis comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Alors, cette présentation-là, ici, a 3 objectifs. Premier, c'est que c'est payant, puis c'est plaisant d'examiner des pièces. C'est payant, puis c'est plaisant. C'est vraiment le fun. Bon, payant, c'est pas sûr que ça va augmenter votre chèque de paye, mais en tout cas, c'est ça. C'est assez facile. Puis je vais vous présenter quelques exemples. C'est sûr, ici, il y a des gens du domaine du mobile avec des équipements diesel. Je pense que l'idée, c'est de prendre le principe. Et je vais vous montrer quelques exemples, puis il y a un petit astérisque à côté. Il y en a quelques-uns dans ma présentation. Ce n'est pas toujours nécessaire de faire affaire avec des laboratoires d'expertise métallurgique pour comprendre ce qui s'est passé. Très souvent, on peut comprendre ce qui s'est passé lorsqu'on comprend comment notre équipement fonctionne. Je vais essayer de ne pas m'enfarger dedans. Parlant, c'est quasiment un risque de sécurité. Je fais une petite parenthèse sur la sécurité. L'autre fois, j'étais chez nous, coupe au grinder de quoi de métal, mais lunettes, chapeau, visière, full protecteur auditif. C'était pas long, c'était à la fin de la journée. D'un coup, chiao, 10 de grinder sur la main. Ma main, elle n'a rien. C'est qu'entre le moment où j'ai commencé à couper et le moment où je ne me suis pas coupé, je me suis dit, oh, attends une minute, Guy, tes gants sont où?
Puis j'avais mis une bonne paire de gants chauds, il ne faisait pas chaud. La sécurité, ça se passe entre les deux oreilles à chaque instant. Soyez attentifs. Et ce n'est pas possible de le faire, des autopsies, dans votre horaire déjà rempli. Gaëtan, c'est ça, il a dit gagner du temps, c'est fantastique. Puis là, vous me dites, Guy, tu es en train de nous surcharger d'autres travail encore. T'es-tu tombé sur la tête? Non. Vous allez voir, j'ai des trucs pour vous autres. Alors, on est à la saison de changement des pneus, puis là, je me promenais sur la rue, puis là, je vois mon voisin. Robert, comment ça va, Robert? Tu sais, comme j'ai expliqué exactement ce qu'Alexandra, comment ça va, puis ici, bon, etc. Puis, bien, tu changes tes pneus. Oui, c'est ça, c'est le temps. Parfait, OK, je change ses pneus. Là, il me dit, je suis sécuritaire, je change mes pneus quand ils sont usés. Bien, c'est la bonne chose à faire. Là, je regarde son pneu, je vois qu'il a l'air de ça. Oh boy, OK. Fait que, par applaudissement, mon voisin est-il trop sécuritaire? Par applaudissement, non, OK, ça n'a pas l'air d'être ça. Par applaudissement, est-ce que mon voisin devrait s'acheter des pneus de meilleure qualité? Ça n'a pas l'air d'être ça la réponse. Par applaudissement, est-ce que mon voisin devrait trouver la cause anormale de l'usure? Yes. On le fait pour des pneus. Hey, je ne payerai pas un autre 200 quand je viens d'échanger les 4 sur le mien, là. On le fait pour nos équipements, nos affaires à nous. On ne le fait peut-être pas assez dans l'entreprise où on travaille. Analyser ses actifs. Alors, devenez coroner en 1 heure. Là, il ne me reste même pas 1 heure. Je vais agir, interagir avec la bière. Je pense que vous ne m'aimerez pas. Fait que ça va être moins que ça. Vous allez voir, c'est possible de le faire. Alors, je vais faire l'analogie entre le domaine médical et le domaine de la maintenance. OK? Alors, on va distribuer des bistouris à tout le monde. Non, pas à ce point-là. L'analogie entre le domaine médical et ça, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est l'autopsie, c'est quoi dans le domaine médical? On cherche des causes d'un décès qui sont a priori suspectes, des causes. Dans le domaine de la maintenance, bien, on va examiner des pièces suspectes. Et ça n'a pas fait la durée de vie. Toujours dans le domaine médical, ça va être fait par une personne qui est légiste. Bien, dans le domaine de la maintenance, ça va être fait par, exemple, vous autres, puis vos gens d'entretien. Et dans le domaine médical, c'est souvent demandé par un ou une coroner. Bien, dans le domaine des usines, ça va être demandé par quelqu'un qui vous dit « Tu peux-tu regarder ça? On n'a pas fait, ça a coûté cher, etc. » Donc, il y a beaucoup d'analogies entre les deux choses. Faire des autopsies de machines, on va dire, on s'entend là, c'est rentable pour, en premier, vous-même. C'est payant pour vous. Alors, comme j'ai dit, ce n'est peut-être pas votre chèque. La connaissance, les connaissances que vous allez développer et la reconnaissance. Hey, Robert, il commence à être bon, là. Tu sais, tabarnouche, il connaît ça, il en fait pas mal. Ça va augmenter. Vos compétences. À chaque fois que j'ai fait des analyses de machines, regarde, ce matin, quelqu'un me demande, on a un vacuum blower, etc., puis qu'est-ce que tu penses qui se passe? Là? Ils en ont 5 en ligne, puis là, normalement, ils fonctionnent avec 4, puis bien là, j'ai dit, puis là, ils ont besoin des 5 à tout temps. J'ai dit, avant de faire un diagnostic, il faut que je comprenne comment que la machine est faite. Vos compétences augmentent quand vous commencez à creuser comment un équipement est fait, fabriqué, réparé, puis opéré. C'est fantastique, ça. C'est super intéressant. En tout cas, pour moi, là, c'est sûr que c'est peut-être pas votre dada. C'est pas difficile, c'est rapide. Là, j'ai des petits astérisques. On va utiliser la loi de Pareto. C'est dans beaucoup de cas. Dans beaucoup de cas, c'est assez, en anglais, straightforward. C'est ça que tu vois, ça a l'air d'être ça qui s'est passé. Maintenant, on va aller chercher les faits, les preuves qui iraient dans ce sens-là. Il ne faut pas juste que ce soit payant pour vous-même. Il ne faut pas être égoïste quand même. C'est payant pour votre entreprise qui vous fait votre chèque de paye. Ça aide à trouver les causes probables, c'est le fun. Puis là, réduire les incidences, c'est ça qu'on veut. On ne veut pas que ça brise, on veut que ça dure longtemps. Puis, sécurité, rentabilité, qualité, les 3 affaires augmentent. Parce que les entreprises qui sont les plus sécuritaires, c'est celles qui n'ont pas beaucoup d'entretien à faire. Ça roule, ça fonctionne. Puis quand il y en a, c'est tout en mode planifié. Fait que tu ne veux pas que ça brise, tu ne veux pas que ça roule. Je vais parler de quelques exemples avec des arbres, des boulons, des roulements, des engrenages. Donc, j'en ai un bout de roulement ici. Là. En passant, si jamais vous voulez voir qu'est-ce que ça a l'air, il va être en arrière, là, à notre kiosque. Là. Vous irez je ne vous dis pas qu'est-ce qu'il y a, mais c'est assez intéressant. Puis, il y en a 2.
qui étaient sur une boîte d'engrenage, un sur l'arbre d'entrée, un sur l'arbre de sortie, puis vous essayerez de trouver qu'est-ce que c'est. Alors, les arbres, quand vous voyez un arbre comme ça, qui a l'air d'avoir été coupé au couteau droite, là, mais l'expression qu'on a, là, c'est coupé avec un couteau chaud dans du beurre. Là. Tu prends une livre de beurre, tu fais chauffer ton couteau, ça coupe. Quand tu voyais ça, c'est de la fatigue. L'arbre a cassé en fatigue. Point. That's it. Ne cherchez pas ailleurs. Qu'est-ce que c'est de la fatigue? C'est ça. Bien, là, c'est peut-être ce que vous avez à cette heure-là aussi, là, mais quand on fait ça de même avec quelque chose, un arbre, un pli, etc., ça va créer de la fatigue. Des forces alternatives. Maintenant, les gens disent, oui, mais je n'ai pas de force alternative dans mon équipement. OK? Donc, exemple, si j'ai moteur, poulie, ventilateur, poulie courroie, ça tourne, il n'y a pas d'alternatif là-dedans. Oui, il y en a pas mal plus que vous pensez. Pourquoi? Parce que l'arbre voit à chaque demi-tour les forces qui changent de direction. Tu sais, quand l'arbre est ici, la force de la courroie tire par là, un demi-tour plus tard, fait que finalement, l'arbre, il y en a des forces de flexion dedans. Donc, voici les cycles que ça fait. Ça crée de la fatigue, ça crée des micro-fissures, ça crée, la fissure se propage, puis éventuellement, quand tout ça est rendu plus gros que la capacité du matériau, on a un bris. Et souvent, ça va partir sur ce qu'on appelle un défaut de surface. Je vous donne un exemple. Je serre un set screw, puis il va tenir le tabac. OK? Bien, ça, c'est un point d'initiation de fatigue. La fissure part par là. Un chemin de clé qui a été mal machiné, etc., etc. Alors, je donne quelques exemples. Un exemple, à un moment donné, m'appelle et dit « Hey, Guy, qu'est-ce que tu penses de ça? Peux-tu nous dire qu'est-ce qui s'est passé? » Bien, moi, quand je regarde ça, là, puis je pense qu'avec la formation que vous venez d'avoir, puis je vous montre l'autre bout d'arbre, qui a l'air à être presque, à part le petit mognon au bout, qui a l'air d'être coupé au couteau chaud, la cause, c'est de la... Oui, ça n'a pas sorti fort, là. OK, on l'a compris, c'est correct, vous l'avez eu. Alors, je vous fais grâce de zones d'initiation, etc. De toute façon, M. Cohen nous a dit que vous recevriez les présentations, ça va être là. Fait que je dis au client, bien, c'est de la fatigue, OK, mais qu'est-ce qui se passe? Fait que voici le dessin de la machine. Voici, voir, tiens, laser. Oui, OK. Alors, le rouleau qui a brisé, il est là, ici. C'est le rouleau tendeur. Ce n'est pas parce qu'il brise après tendeur, OK? C'est la joke trop facile à faire, là. Mais quand vous regardez ça, lui, là, il se fait tirer ici avec des forces. Mais tous les autres voient moins de force parce qu'à un moment donné, le feutre va étirer puis il va se placer. Fait que, donc, voici en vue le plus gros. C'est quoi les contributeurs quand on a de la fatigue? Les charges plus alternatives plus élevées. OK. Comment vous ajustez la tension du feutre? Puis là, quand j'entends un silence au bout du fil, ça me donne une idée que ça va pas mal à peu près de même. Fait que ça veut dire que celui qui veut que ça tire en masse, il en met de la tension. Il va y aller. Tu sais. Fait que, c'est ça. As-tu des nombres de cycles plus élevés que prévu? Parce qu'à un moment donné, ben, tu sais, une machine, tu essaies de la pousser pour qu'elle roule plus vite. Fait que si elle roulait à X, puis aujourd'hui, elle roule à 1,3X, ben, il y a 30 plus de fatigue. Concentration de contraintes. Ça, là, c'est quand comme le jack screw, le set screw que je vous avais dit. Quand, là, il y a quelqu'un qui a fabriqué l'arbre, puis on n'a pas fait attention dans les arrondis, etc. Alors, voici le dessin de l'équipement. Puis voici donc, les roulements sont ici, le support est là, et voici le bris où il est arrivé. Et tant qu'à moi, là, s'il y a pas mal de concentration de contraintes là, ça passe d'un arbre carré à beaucoup de place. Là. Bien, écoute, tout le stress se passe là. Bien, regarde. Puis, métallurgie, ben ouais, c'en est un qu'on a déjà fait réparer. OK, c'est beau. Bon, fatigue. Qu'est-ce que tu fais contre ça? Bien, tu réduis les charges si possible, tu changes la métallurgie, puis tu fais un taper ou quelque chose comme ça. Le deuxième cas que j'ai, rouleau usine fine de plastique. Alors, quand vous voyez ça, vous dites que c'est de la... tabarouette, vous êtes rendu bon et bonne. Vous voyez, vous êtes quasiment coroner, là, après 10 minutes. Alors, voici l'installation. Donc, on a ici un cylindre pneumatique et on a ici le film de plastique qui est en tension. Alors, les questions qu'on se pose, quelles sont-elles? La première, y a-t-il des charges alternatives? En théorie, ça tire, oui, ça tire régulier,
mais le rouleau voit de l'alternation à chaque alternation. Vous mettrez ça dans votre dictionnaire. Voit des forces alternatives. OK? Est-ce qu'ils sont plus élevés que prévu? Comment je fais pour savoir si elles sont plus élevées que prévu? Votre jauge de pression sur le cylindre est où? On n'en a pas. Il est où le contrôle? Il est loin. OK? Fait que c'est qui l'ajuste? C'est ça. OK, donc il y a probablement plus de charge que prévu. Concentration de contrainte, on voit qu'il y a un petit arrondi là, ici. Et est-ce que oui, il y a eu une réparation. OK, est-ce qu'on peut avoir le rapport? L'entreprise qui a fait le rapport, c'était aux États-Unis, bien, elle est fermée. Bon, OK. Voici un deux. C'est sûr que c'est sûr. Il y a des bonnes chances que ça revienne. Donc, il faut modifier quelque chose là-dedans. Un arbre de ventilateur. Alors là, vous voyez le bout de chauffe, le bout d'arbre debout par terre au sol. Et le haut, bien, il a tourné et il a frotté. Donc, c'est ça, à un moment donné, quand il a été défait, des roulements, etc. Alors, je vous présente l'équipement. Là, suivez un petit peu, là, même si vous suivez depuis le début. Là, donc, c'est une grosse machine. Ça rentrerait probablement ici. Là. Moteur, poulie-courroie, jack-shaft, donc on allonge, et le bris s'est produit ici. Alors, les questions qu'on se pose tout le temps, c'est, y a-t-il des charges alternatives? C'est un ventilateur, ça tourne droite, il ne devrait pas en avoir. OK? Bien, il y en avait. Il y en avait, en fait, c'est un équipement que le client était tanné de réparer. Fait qu'ils ont fait les deux péloblocs ici, et là, on va te les biffer. Ils vont arrêter de casser les bases de péloblocs. Ils les tapent, en tout cas, envoyez-vous. Fait que c'est un équipement où le client demandait, sur une base régulière, de faire un équilibrage du ventilateur. Donc, c'est super bon, tu sais, comme ça baisse la vibration. À un moment donné, après avoir renforcé, tout a baissé, mais l'énergie est encore là. Là, je n'irai pas plus bas, parce que je vais ressembler à Alexandra tout à l'heure. OK? Mais la vibration a baissé, puis ils ont pu appeler pour le faire balancer. Mais là, l'énergie était là, l'énergie a se bâtit, puis à un moment donné, patlaou, ça a tout arraché. Donc, ces charges étaient plus élevées, oui, de beaucoup. Concentration, il n'y en avait pas. Métallurgie, c'était un arbre qui était neuf. Donc, dans ce cas-là, c'était ça. 3 exemples d'arbres fissurés, coupés comme dans du beurre. On cherche les charges alternatives, on cherche est-ce qu'elles sont plus élevées, etc. On n'espère pas en avoir, mais quand il y en a, ça aide à comprendre. Je n'ai pas eu besoin d'un métal. En fait, le deuxième exemple, le client a envoyé à une entreprise d'analyse métallurgique. J'ai lu le rapport. Il y avait 4 causes possibles. J'ai demandé, j'ai dit, est-ce que tu peux demander à l'entreprise si ils peuvent évaluer la pire, la plus contributrice? Non. OK, bien, ça ne nous avance pas beaucoup. OK, si jamais, puis ça va se passer, un bris avec un angle. Donc, tu as un 45 à peu près dans ton bris d'arbre. C'est de la torsion cyclique. Au lieu que ce soit comme ça, c'est du torsionnel. On peut le voir sur les machines à piston, donc par exemple un bon vieux crankshaft de moteur diesel ou de compresseur à piston. J'en ai un exemple ici de compresseur à piston qu'on peut retrouver par exemple dans une raffinerie, un compresseur d'hydrogène. Bien, les pistons, ils font des mouvements va-et-vient. Le moteur veut continuer en tout temps, mais le piston, quand il veut par là, puis il compresse, il veut ralentir. Fait que là, l'arbre fait ça de même. Et ça peut être aussi un accouplement mal sélectionné. C'est extrêmement technologique, choisir le bon accouplement pour la bonne machine. Les boulons. Je n'ai pas été capable de les apporter dans mon véhicule, ceux-là, fait que je les ai pris en photo seulement. Je me disais, c'est sûr, vous en utilisez comme ça tout le temps dans votre entraînement. À un moment donné, je pense que j'étais sur LinkedIn, j'ai vu ça. Parce que je suis abonné, là, puis je reçois toutes les affaires de boulonnage. En tout cas. Les bris se passent souvent au premier filet, juste ici. Pourquoi? C'est là qu'on a le maximum de concentration de contrainte. C'est ça. Si le bris survient, puis là, vous allez voir, il y a 4 possibilités. Hein? On pensait que, OK. Puis il y en a qui sont très évidentes. Au démontage, à l'installation, quelques heures, jours, semaines après, ou quelques années après. 4 causes différentes. C'est intéressant. Hein? C'est passionnant, les boulons, vous n'avez pas d'idée. Quand ça se passe au démontage, c'est pas compliqué. Le couple pour desserrer le boulon a dépassé la capacité du boulon. Pas compliqué. Tu desserres, tu dis, il va venir, là, il te reste dans les mains. Non?
Sûrement que c'est déjà arrivé, vous l'avez vu. Puis là, tu te cognes les doigts parce que la ligne de tir, en tout cas. La cause, c'est souvent corrosion ou grippage. C'est pas compliqué, là, c'est ça. Là, je ne cherchais pas midi à 14 heures. Solution, lubrifiant. Attention, ajustez votre clé dynamométrique, les chartes. Clé dynamométrique, ça, oui, c'est OK. Par applaudissement, quelles sont les entreprises qui utilisent ça régulier? OK. L'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, j'aimerais ça que ce soit un stand-up ovation. Pas pour moi, là, mais juste pour la clé. OK. Donc, never cease. Faites attention, tout ce qui s'appelle le stainless, puis même le titane, les boulons, etc., fait que ça peut coller. Donc, au démontage. Ça, cette phrase-là, j'aimerais ça que vous la reteniez, à part autre chose. Si vous ne spécifiez pas, vous aurez n'importe quoi. Si vous ne spécifiez pas, vous aurez n'importe quoi. Quand vous l'installez, quand le bris est lors de son installation, qu'est-ce qui se passe? On a encore une fois dépassé la capacité. Pourquoi on dépasserait la capacité du boulon? Bien, c'est premièrement parce qu'on a le bon boulon. On pense que ça se ressemble tout là, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment très précis, le boulon qui va là. Est-ce que les filets sont propres? Est-ce qu'on a frappé le fond du trou, puis il y avait de la saleté, puis il ne veut pas y aller, il va y aller, paf, il vient de casser. Est-ce que les surfaces sont parallèles et propres, etc.? Puis oui, la clé dynamométrique. Si vous ne spécifiez pas, vous aurez n'importe quoi. Méthode de serrage de boulon, là. Si ça brise quelques heures, quelques jours, semaines après son installation. Bon. J'arrive à un moment donné chez un client, porte et papier, le lendemain d'un shutdown. Puis là, je ne connaissais pas beaucoup de clients, fait que j'étais, tu sais, comme... Fait que là, il me montre 2 boulons de cassés là, sur son bureau. Il dit, regarde, le contracteur de hier, je pense que je vais y réclamer. OK. Fait que là, j'ai dit, c'est quoi le couple de serrage qu'il devait mettre? Bien, c'est ça. C'est un silence que j'ai eu. Je dis, bien, that's it, c'est ça. Si vous ne spécifiez pas, vous aurez n'importe quoi. Il n'est pas assez serré. Il casse le lendemain, le surlendemain, 2 semaines, 3 semaines, il n'est pas assez serré. Et ça, là, c'est beaucoup plus fréquent qu'on pense. Tu sais, on a fait le shutdown, on a réparé, il est installé, puis une semaine après, ouais, il manque des boulons. Qu'est-ce qui se passe? Le boulon casse sous des cycles de fatigue. Il va faire exactement les mêmes marques de progression. C'est reconnu dans la littérature. Ce qui se passe, c'est s'il est serré au couple requis, il ne voit pas les cycles de fatigue. Il ne les voit pas. Il n'y en a plus. Qui a déjà entendu parler vraiment, là, c'est comme avec un moteur à combustion, là, les boulons de tête de moteur, ça saute comme ça n'a pas d'allure. Comme ça n'a pas d'allure, là, régulier, là? Comment? Excuse? Oui. Écoute, on a déjà fait une analyse pour une entreprise qui fabrique, je ne peux pas dire le produit, là, mais il voulait augmenter, c'est du machinage, il voulait augmenter la capacité, puis il dit, on peut-tu aller plus vite? Puis il y avait toute une patente là-dessus. Le calcul faisait qu'il pouvait le faire, il pouvait machiner une trentaine de pièces, puis au bout de 30 pièces, il fallait scraper les boulons, puis c'était en tout cas. Mais, règle générale, ça ne casse pas des boulons de tête de moteur. C'est un grade élevé, puis tu as un couple de serrage, puis tu as une séquence. Puis pourtant, s'il y en a des cycles de fatigue, là, le piston, là, bang, 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 puis l'explosion, puis ça ne casse pas. Bien, c'est ça. Alors, si vos boulons cassent, puis là, pourquoi c'est jour, semaine? Bien, ça dépend souvent du nombre de cycles. Tu roules à 30 tours minute. J'ai eu à demander une brasserie qui m'appelle, puis il dit, regarde les boulons. Puis je regarde ça, puis je dis, ils sont cassés, puis c'est du grade élevé, là, à Capscrew, à Allen Capscrew. Puis tu dis, ben oui, tu sais, il est gros, là, tu sais, comme cassé. OK? Puis là, je demande au client, bien, tu sais, ça faisait comme 2 semaines, 3 semaines, une ligne de nettoyage de bouteilles de bière. Puis le client me dit, bien, non, je n'ai pas de spécification de serrage. Bien, c'est ça, bingo. Fait que si vous ne spécifiez pas, vous aurez n'importe quoi. C'est ça. OK. Plus qu'une année. 1 an, 2 ans, 2 ans et demi. Ouh, là, c'est différent. Est-ce que ça peut être une situation métallurgique? Puis on appelle souvent ça la fragilisation par l'hydrogène. Puis en anglais, hydrogen embrittlement. Hein? Wow! L'hydrogène, il me semble qu'à part d'avoir des véhicules à l'hydrogène, il n'y en a pas tant que ça dans nos usines. Bien, il y en a pas mal plus qu'on pense.
Le boulon, là, il va ressembler à ça, là, il va fissurer comme ça par l'hydrogène. Alors, on a 3 ingrédients. C'est un peu comme le triangle du feu, mais là, c'est le triangle du bris. Puis là, ça ne s'applique pas juste à des boulons, ça s'applique à n'importe quelle métallurgie qui est sous stress. Alors, ça prend 3 conditions. La première, ça prend un stress mécanique. Ça prend du métallique, puis ça prend des sources d'hydrogène. Puis des sources d'hydrogène, bien, il y en a plus qu'on pense. Acide sulfurique, H2SO4, il y a un H là-dedans. En fait, il y a même 2. Vous en avez 2 pour le prix d'un. Acide fluorhydrique, ils ont ça beaucoup dans les alumineries. Acide chlorhydrique, ou le fameux soude caustique. Ah, on a du caustique. Ah, du caustique, tu sais, le mot commun, là, mais quand tu y penses, c'est du NaOH, puis dans le H, il y a de l'hydrogène. Fait que ça, c'est le temps de penser à quelqu'un en métallurgie, puis un laboratoire, parce que si ça casse, puis il y a de l'hydrogène, vous êtes à risque. OK. Si vous ne spécifiez pas, vous aurez n'importe quoi. Les roulements. Quelques exemples de roulements que j'ai analysés. Les principales causes, je pense que perte de lubrifiant, contact métal sur métal, contaminant, charge excessive, puis une installation non conforme. Ça, là, vous prenez ces 4 mots-là, ces 4 causes-là, vous les mettez ensemble, c'est presque 4 synonymes, à part les tolérances d'installation. C'est pas compliqué. Tu perds ton film d'huile, ça commence à maganer. Pourquoi tu perds ton film d'huile? Trop de charge, ou pas assez. Pas la bonne viscosité, etc. C'est la principale cause. Il y en a qui me disent « Ouais, mais les manufacturiers de roulement, ils font une bonne job? » Dans l'ensemble, oui. C'est plus les gens qui les installent et qui les lubrifient qui ont de quoi améliorer. Comment on fait ça? On part avec, idéalement, avoir un dessin de la machine. Où sont les charges? Avant de les enlever, les roulements, numérotez-les. Moi, quand j'arrive à une place, ils sont toutes là, puis toutes défaites. Là, OK. Marquez les composantes, examinez dans leur emplacement, puis utilisez des post-it. Mon kit d'autopsie, il y a des post-it, des crayons au feu, toutes sortes d'affaires comme ça, puis bon, etc. Et si possible, ne pas les couper aux torches. Ça, c'est bien important. Puis vous les examinez. Alors, par exemple, bon, ça, c'est un réducteur de vitesse. Les numéros de roulement sont indiqués dessus sur le plan. Voici la machine avec le couvercle enlevé. Il y a quelqu'un qui a gentiment numéroté les roulements. Et moi, j'ai repris la photo après, puis j'ai marqué en jaune dessus tous les numéros. OK, super. Bon, on n'est déjà pas pire. Alors, voici, quand j'arrive à la place, voici ce que je trouve. OK, roulement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, super, ils sont sur le chariot. Puis en dessous, une pile de cages puis de rouleaux. Hey, ça, là, c'est comme Tetris où je joue à essayer de refitter les roulements à bonne place. Puis là, c'est l'enfer, ça, là. Et là, l'autre chose, c'est bien beau, là, le roulement numéro 7, puis le 6, ils sont identiques. Qui me dit que la bague intérieure du 7 était vraiment avec le 7, puis ils ne l'ont pas mis à la place du 6? Puis qui me dit que si la 7, ils l'ont vraiment mis avec le roulement 7, ils ne l'ont pas mis inversé de même? Parce que quand tu fais des analyses, tu veux savoir dans quelle direction sont les charges. Ton roulement n'a pas fait la durée de vie prévue. Cet équipement-là, en passant, c'est une entreprise, je ne peux pas nommer de nom de compagnie, mais c'est un an. Un an, la boîte d'engrenage. Ça, c'est un autre exemple. Comment identifier les roulements? Bien là, tu identifies bague extérieure carrément, etc. Parce que tu n'es pas toujours là quand il est fini de démonter. Puis quand tu le retrouves ailleurs, à côté, tu veux savoir où sont les composantes. Et même chacun des rouleaux. Parce qu'à un moment donné, quand tu te retrouves avec 72 rouleaux là, à quelque part, tu dis, il allait où, lui? Là? Parce que c'est peut-être qu'il y a juste une rangée qui a usé. Est-ce qu'il y a de la décoloration? Est-ce qu'il y a de la rouille? Est-ce qu'il y a de l'usure apparente? Souvent, vous remarquerez, là, ce roulement-là, il n'a pas fait longtemps, mais on voit quand même les marques de machinage. Puis souvent, même après un an, on voit encore les marques de machinage à l'intérieur. Si vous ne les voyez plus, puis il y a des trous, etc. Moi, je commence toujours par la bague extérieure, puis je regarde pour des traces, des façons que ça a usé. On voit ici là, la ligne du split du casing, puis on voit qu'il y a eu du frottement. Puis là, post-it. Puis là, pourquoi je prends des post-it? Parce que si tu prends une photo, puis tu regardes le lendemain, tu te dis, pourquoi j'ai pris cette photo-là? Qu'est-ce que je voulais montrer? Fait que tu observes de quoi, tu l'écris, puis tu prends la photo. Et pas dans lui, mais dans celle de gauche, je mets toujours un crayon comme dimension. Photo post-it.
Après ça, je regarde la bague intérieure, puis je regarde s'il y a des traces anormales, les traces qui sont déportées, etc. Est-ce qu'il y a du pitting? Donc, par exemple, une trace, bague intérieure. Tu vois, j'ai marqué numéro 3, bague extérieure, OK. Intérieure, elle est grise. Parfait. Tu vois du gris, elle est contaminée. Le lubrifiant était contaminé. OK, bien, parfait. Au moins, on le sait. Ensuite de ça, tu regardes donc la bague intérieure, il y a du pitting. OK, c'est pas supposé avoir ça, là. Fait que ça ne durera plus longtemps. Une bague intérieure est sous stress. La plupart sont montées en chauffant. Bien, quand tu as des. Ça, c'est de la concentration de contrainte. Tac, à un moment donné, à casse, ça se met à tourner. Puis là, tu perds ton équipement vite, vite, vite. La cage, à quoi ressemble la cage? Bien, si vous remarquez, là, il faut les regarder, là, mais on voit ici de l'ébavurage, puis on voit toute une série de lignes noires dedans. Bien, ça, c'est la contamination qui a roulé dans les équipements. Fait que, souvent, tu fais l'autopsie, mais tu arrives à la même conclusion de ce qui se passe. C'en est un, ça, que j'ai fait, où la bille passe d'un bord à l'autre complètement de la cage. Pas supposé, là, supposé être là. Fait que, tu essaies de déduire tout ce qui se passe. Même chose pour les rouleaux, les billes. Bien, on les analyse, on les regarde. Puis souvent, les rouleaux vont être le symptôme de ce qui se passe ailleurs. Donc, si vous avez des contaminants, les rouleaux vont s'égratigner. Ça, c'en est un de mon réducteur. Ils sont rouillés dans le bout. Quand vous avez des roulements dans une boîte d'engrenage dont le bout des rouleaux est rouillé, me semble qu'il y a de l'eau dans la machine. Pas de l'eau dans le gaz, là. Puis là, on se demande comment ça se peut. Puis, on tient compte de l'historique, comment ça a été installé, comment ça a été opéré, c'était quoi les données de vibration, c'était quoi les données de lubrification, puis dans quel environnement ça travaille. Voici un exemple d'un arbre. J'ai analysé les 4 roulements là-dessus. Alors, vous avez un NU 2244, SKF 29344. Je ne fais pas de la publicité pour les compagnies, les 3 sont là. FAG 23160. On parle d'un arbre de 12 pouces de diamètre, là. Quand même un pas pire arbre. Et l'usure, l'endommagement est juste vis-à-vis le rouge que j'ai marqué sur le dessin. Puis là, on se pose la question, comment cela est-il possible pour que ce soit juste cette composante loqueuse? Mais j'ai dit, d'après moi, monsieur le client, madame la cliente, vos charges sont excessives, soit en vertical ou en axial. Quand j'ai regardé sur le site Internet du fournisseur de cet équipement-là, qui était une grosse machine, en fait, ça va dans une boîte d'engrenage. Tu peux rentrer quasiment debout dans la boîte d'engrenage. C'est assez gros. Sur le site Internet de l'entreprise, il n'y avait pas ce modèle-là. Tu sais, il y avait tel modèle, tel modèle, tel modèle, puis le modèle que le client avait, il n'était pas là. Fait que là, je me suis dit, je pense qu'ils ont fait un nouveau modèle pour vous, puis il y a un bug dedans. Puis effectivement, le roulement dont vous avez vu la photo tout à l'heure, les 2 autres, ça vient de la même machine, il dure à peu près 1 an. Avec un roulement comme ça, tu changes ça, c'est de l'ouvrage. Boîte d'engrenage, qu'est-ce qu'on fait avec des boîtes d'engrenage? Bien, il y a des roulements. Écoute, on l'a vu, les roulements, là, vous savez comment faire ça, vous êtes rendus des experts, des expertes. Il y a des dents qui peuvent être usées ou cassées, puis il y a des logements usés. En gros, ça se résume pas mal à ça. On va laisser faire les roulements comme tels. Puis les dents peuvent être, avant de casser, peuvent être fissurées. Ça se fait par essai non destructif. Le mot évolution dans usure des dents est extrêmement important. C'est du prédictif. Si vous ouvrez la boîte d'engrenage une fois ou 10 ans, vous dites, oh, les dents sont usées. Est-ce qu'elles ont usé dans le dernier mois ou ça a été graduel depuis 10 ans? C'est toute une différence, ça. Surtout si vous dites, hey, il faut commander des pièces, etc. Bien, c'est souvent, les dents usées, c'est souvent un problème de viscosité, de lubrifiant. Contamination, il y en a passé, il est trop froid, il est trop chaud, etc. Cette image-là est intéressante parce que à partir du milieu de l'engrenage, de la boîte de la dent, dans la partie du bas, c'est une usure qui va. C'est un peu comme des poteaux qui rouillent puis qui arrêtent de rouiller. Tu sais, ils installent ça aujourd'hui, là, tu sais, ça commence à rouiller puis ça arrête, ça ne rouille plus. Bien, c'est la même chose. Le dessous, le bas du milieu, voyons, la partie du milieu, à partir du milieu et vers le bas de l'engrenage, de la dent, va user puis ça va se stabiliser. C'est la partie du haut qui est plus à surveiller. Donc, gardez ça en tête, comment on inspecte des roulements. Si l'usure est inégale sur la hauteur, on vérifie les ajustements. Si l'usure est inégale dans la largeur, c'est l'alignement interne. Il y a peut-être de quoi aussi. Puis s'il y a une dent plus usée que les autres, ça, c'est plus rare. L'excentricité dans votre engrenage, ça se peut qu'elle ait été mal machinée. Vérifiez ce qui est réel et ce qui est requis. Si la dent est cassée, ça arrive plus souvent qu'on pense, malheureusement, une charge soudaine. J'ai eu un exemple à un moment donné dans une usine, une aluminerie, et c'était un mélangeur à carbone. Puis, on a détecté qu'il y avait une dent cassée. Fait que là, je demande, tu sais comment ça peut arriver. Bien là, tu parles à l'opérateur, puis à un moment donné, il dit on le jog.
Mais encore, on le jogue. On le jogue. Ça veut dire quoi, le jogger? Bien, on start-stop. Start-stop. Quand il est bloqué, là, start-stop. Start. Mais oui, c'est ça. 6 mois de livraison pour une boîte d'engrenage comme ça. Vous arrêtez ça, là, vous changez votre recette, faites quelque chose. Et souvent, ça peut être un débris qui est passé dedans. Si l'engrenage est récent, écoute, si ça fait 15 ans, 20 ans qu'il est là, peut-être qu'il y a une fissure que vous n'avez pas vue. Si ça fait 6 mois, il y a peut-être d'autres choses à faire là-dessus. Là, c'est important. Le logement, j'ai une photo ici, écoute, ça va être causé par un mouvement relatif, comme ça. Cause, souvent, ça va être du désalignement de l'arbre de sortie ou l'arbre d'entrée qui cause la vibration. Puis là, bien, il bousille. Et à un moment donné, il va se mettre à tourner, le logement. Alors, la présentation avait 3 objectifs. Premier objectif, montrer que c'est payant puis plaisant d'examiner. C'est payant parce que vous trouvez les causes de défaillance et tranquillement, pas vite, vous dites, « Hey, on est capable de régler ça en améliorant ça. » Puis dites-vous que si vous améliorez... Écoutez, si vous trouvez des boulons, de cassés, est-ce que ça se pourrait que vos procédures, vos façons de faire, de serrer des boulons ne soient pas optimales? Ce que vous voyez souvent qui est brisé, c'est un symptôme de souvent un mal plus gros que ce que vous avez en avant de vous. Donc, c'est payant et plaisant. Et, en règle générale, c'est pas trop difficile. Là, c'est sûr que je n'ai pas parlé, par exemple, de ventilateurs, de pompes, de choses comme ça, mais ce que je veux que vous reteniez, là, c'est le principe est le même. Si vous prenez le temps de regarder, écoute, la première fois que tu regardes une pièce, tu as l'impression qu'elle veut te manger tout cru. Là. Puis des fois aussi, les gens ont peur d'aller à l'atelier de réparation, soit à l'interne chez vous. Ah, c'est les mécanos, oui, on n'ira pas déranger les mécanos, ils savent ce qu'ils font. C'est vrai, mais pas tout le temps. Puis c'est pas parce qu'ils ne sont pas fins, pas smart, c'est juste qu'à un moment donné, on a oublié de leur dire. Je vois qu'il me reste du temps, je vais vous conter une petite histoire. Bon, on a le temps, là, je sais que la bière, elle s'en vient, là, mais... Là, pompe pas, OK? Pompe pas. Fait qu'à quelque part, le client me demande, tu veux-tu aller voir qu'est-ce qui se passe, etc. Puis là, bien, la décision de l'entreprise, c'est on va changer la pompe. On va l'enlever de là, on va la changer. Là, le mécano, là, quand la pompe arrive dans l'atelier, là, il est en beau joie le vert. Hey, regarde ça, c'est beau. Puis on va encore changer ça, puis ça va être pour rien, puis c'est ici, puis c'est ça. Puis, là, tu tournes ça, là, puis ça tourne, là, puis l'impulseur, elle est correcte. Tu sais, comme. Et là, tu commences à regarder. Je suis très bon pour faire mon innocent. Fait que, en fait, ça doit être que je le suis un petit peu, mais ça aide tout le temps de poser la question. Puis, j'ai dit, ça, c'est quoi ici? Ça, c'est les bacs d'usure que le mécano me dit. OK, super, ça sert à quoi? Bien, ça sert à étanchéifier entre l'entrée, puis ici, puis ça. OK? Puis là, bien, on enlève une, là, puis tu prends ça, là, elle se promène, elle est capable de se promener comme ça dans l'autre. Tu dis, on parle de probablement 12 millièmes de jeu maximal. On n'est pas loin de 3,8. Pompe pas. Bien, c'est bien sûr, tu tires du jus, tu le sors, puis choup, ça rentre par là. Avec ta pompe, elle pompe en masse, mais ça ne sort pas parce que ça rentre. Donc, faire l'autopsie, il faut juste prendre le temps. C'est pas le. Hop, hey, celui-là, je l'ai oublié. C'est possible de le faire dans votre horaire déjà rempli. Non, je ne l'ai pas oublié. Comment arriver à faire ça dans votre horaire où tout le monde manque de temps? Moi, je vous dirais, impliquez votre personnel du plancher. La quantité d'informations que ces gens-là ont et qui sont capables de vous partager, mais des fois, ils ne savent juste pas comment. Moi, ce que je dis quand j'arrive dans une entreprise où j'ai une autopsie à faire, je vois, par exemple, à un moment donné, une usine de papier m'appelle, le rouleau coucheur, le bearing, le roulement avait lâché, etc. Il m'appelle, dit, Guy, viens-t'en. OK, je travaille avec le mécano. Là, je dis au mécano, là, les boys, c'était 2 mécanos, là, les boys, là, vous travaillez lentement, puis vous réfléchissez à voix haute. Tout ce que vous voyez, tout ce que tu me le dis, parce que moi, je ne connais pas ça. Puis souvent, là, il dit, le boulon, oui, il est serré, puis là, il faut t'étirer.
Puis là, c'est là que tu apprends qu'est-ce qu'eux autres voient qui est anormal. Puis là, ben, tu leur poses des questions. Puis plus vous vous intéressez à ça, plus vous les formez, sur comment analyser ça. C'est pas compliqué de faire ça. Vous n'avez pas d'idée les possibilités qui vont vous sortir. Puis, n'oubliez pas, ce n'est pas juste les gens à l'interne, les shops externes. Ils ont aussi des pénuries de main-d'œuvre, il y a aussi de la rotation, puis allez donc les visiter. Allez voir quel travail qu'ils font, parce que ça ne veut pas dire que parce que vous l'envoyez à l'externe que ça va être bien fait. Alors, déléguez et intéressez-vous. Alors, la présentation, c'était devenez coroner. Et moi, ce que je vous dirais, c'est qu'il n'en tient qu'à vous de décider d'examiner vos pièces. Alors, j'avais 1 heure, même pas 1 heure, pour vous convaincre de devenir coroner. J'espère l'avoir réussi à le faire. Si vous commencez à en faire, vous l'êtes. Maintenant, si jamais ça vous tente, j'ai produit un petit document qui est juste une étude de cas assez intéressante que j'ai eue sur une usine, une usine avec une pompe dont l'arbre a brisé. J'ai fait l'analyse de ça, fait que vous allez voir, c'est assez pas pire. Si jamais vous voulez, vous m'écrirez, là, M. Cohen va vous envoyer mes coordonnées. Y a-t-il des... Oh, le temps est à 0. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. S'il y a des questions, je vais avoir du temps après. Je suis là aussi ce soir pour l'apéro, etc. N'hésitez pas. Puis souvent, vous me contactez par courriel, etc. Ça me fait plaisir de répondre des fois. J'aime tellement ça que je vous réponds. Ça va? Merci beaucoup tout le monde.